Dans la ville tranquille de Riverstone, en Virginie, une femme de 90 ans était sur le point de faire ce que personne n'aurait imaginé. Eva n'avait plus rien à prouver. Elle avait piloté des hélicoptères au-dessus des jungles du Vietnam, survécu à des crashs, porté des camarades blessés sur son dos et affronté des tempêtes de feu. Aujourd'hui, ses mains tremblaient légèrement en versant le thé, mais son regard demeurait perçant, impitoyable, capable de sonder l'âme. Et ce regard avait vu, dans les rues qu'elle aimait, quelque chose de sombre pousser entre les interstices du quotidien. Depuis quelques mois, des hommes en uniforme, pas les siens, pas ceux de la ville, se montraient dans Riverstone. Pas de matricule visible, pas de plaques officielles, et jamais une voiture marquée. Ils surgissaient à l'angle des rues comme des ombres épaisses, surveillaient les allées, toisaient les habitants. Pas officiellement envoyés, jamais annoncés. Ils patrouillaient, disait-il, pour assurer la sécurité. Mais Eva, elle, avait vécu assez longtemps pour reconnaître le mensonge dans un sourire trop large et la menace dans un silence trop prolongé. Ce n'étaient pas des patrouilles, c'étaient des inspections, des pressions, du contrôle déguisé. Les gens s'étaient repliés. On n'osait plus parler fort sur les trottoirs. Les rideaux restaient fermés même en plein jour. Une odeur de peur stagnait dans l'air, comme de la fumée après un feu éteint trop vite. Eva, elle, n'avait pas baissé les yeux. Elle les avait croisés, un par un. Elle avait noté leur visage, leur posture, la façon dont ils s'autorisaient à imposer la loi sans avoir prêté serment devant aucun tribunal. Et elle avait compris. Ces hommes-là avaient le dos couvert. Quelqu'un, plus haut, plus puissant, les protégeait. Alors Eva avait réveillé les fils de son ancien réseau, comme on secoue les cendres pour trouver la braise encore rouge. Raphaël, colonel à la retraite, droit comme un fusil posé sur la cheminée. Même son ombre semblait marcher au pas. Emma, ancienne sergente devenue journaliste, dont la caméra filmait désormais avec la précision d'une opération militaire. Ensemble, ils reprirent contact avec d'anciens alliés, des voisins, des professeurs, des avocats à la retraite. Tout le monde avait vu quelque chose, mais personne n'osait parler. Eva, elle, allait leur montrer comment. Emma planta des caméras minuscules un peu partout, dans des nids d'oiseaux, dans des boîtes aux lettres abandonnées, sous des bancs. Raphaël, lui, étudia les rythmes. À quelles heures ces hommes passaient, qui ils visaient, où ils s'arrêtaient. Il dressa des cartes, nota des points chauds, établit des recoupements. Eva, de son côté, adopta une stratégie simple, celle de l'oublier, de la douce vieille dame. Elle tricotait sur sa chaise, offrait des biscuits, nourrissait les chats errants et gardait les yeux ouverts. Et c'est ainsi qu'un soir, alors que le soleil jetait ses derniers reflets orangés sur les vitres, Eva vit Vélier, l'un des pires, interpeller un jeune garçon. Malik, 16 ans, un sac de course à la main. Pas de sommation, pas d'infraction. Juste une brusque saisie du bras, des mots durs, un regard rempli de domination gratuite. Eva, sans bouger, avait tout filmé. Son tricot reposait sur ses genoux, et dans ses lunettes, le reflet rouge du voyant clignotant d'une caméra dissimulée. Ce n'était pas un cas isolé. D'autres enregistrements arrivèrent. Un adolescent poussé contre une clôture, une femme enceinte fouillée sur le trottoir, des perquisitions sans papier, des avertissements donnés sous forme de murmures menaçants. Ils savaient qu'ils devaient aller plus loin. Eva, Raphaël et Emma préparèrent un dossier complet, avec images, témoignages, extraits sonores, et l'envoyèrent à des contacts à Washington. Emma rédigea un article, publié sur un site indépendant. Le titre frappait comme un coup de tonnerre. Riverstone, patrouille de la peur. Partagé, relayé, commenté. Les réactions furent immédiates. Mais la mairie tenta de calmer le jeu, de parler de surveillance préventive, de malentendus. Trop tard. Les images parlaient d'elles-mêmes. Alors Eva passa à l'étape suivante. Elle organisa, dans la vieille bibliothèque municipale, des cercles de parole. Des bancs poussiéreux furent nettoyés, des chaises réparées, du café servi dans des thermos cabossés. Et les langues se délièrent. Une femme aveugle, frêle mais digne, raconta comment des hommes avaient pénétré chez elle en pleine nuit, fouillant chaque pièce sans justification. Un vétéran montra un courrier de menaces glissé sous sa porte après avoir posé une question lors d'un conseil municipal. Des jeunes racontèrent les contrôles incessants. Tout fut filmé, archivé, catalogué. Raphaël transforma une ancienne école abandonnée, mur décrépit,
tableau noir craquelé, en centre de coordination. On y dressa des cartes, des dossiers, des horaires. On y installa une ligne sécurisée, des disques durs cryptés. Les jeunes vinrent aider, poser des câbles, apporter des ordinateurs. Le bâtiment reprit vie, avec des fenêtres éclairées tard le soir, des murmures confiants, des rires étouffés. Quelque chose renaissait. Une forme de résistance paisible, mais déterminée. Mais ceux d'en face avaient aussi leurs ressources. Une nuit, alors que le vent soufflait sec dans les branches du vieux saule devant chez Eva, une odeur de brûlé s'insinua dans l'air. Elle sortit. Sa boîte aux lettres fumait encore, calcinée. Peinte en rouge sang, une inscription, dernier avertissement. Les lettres dégoulinaient sur le bois noirci, grotesques dans leur tentative d'intimidation. Eva resta un moment devant. Pas un mot, juste ce léger froncement de sourcils qu'elle avait au Vietnam quand un moteur calait. Puis elle rentra, lentement, sans se presser. Elle alluma la bouilloire, prépara du café, s'assit, sortit son téléphone et enregistra un message vocal. Sa voix était posée, presque douce. Ils ont peur. On continue. Elle savait que ce combat serait dangereux. Alors elle enregistra une vidéo. Assise dans son fauteuil, le dos droit malgré les douleurs, elle regarda la caméra sans détour. La lumière tamisée soulignait les rides de son visage, chaque ligne portant les marques d'une vie entière de lutte et de service. Elle raconta tout. Les débuts troubles, les visages croisés, les regards fuyants, les promesses creuses. Elle nomma les responsables. Montra les preuves, dénonça les intimidations et conclut d'une voix calme. Si cette vidéo vous parvient, c'est que quelque chose m'est arrivé. Mais vous saurez quoi faire. Je vous fais confiance. La vidéo fut remise à Emma, en qui elle avait une confiance absolue. Emma la garda sur une clé USB, rangée dans un coffret à double fond chez elle. On espère ne jamais devoir l'utiliser, lui avait dit Eva. Mais si je tombe, que ça serve à faire lever les autres. Quelques jours plus tard, tout bascula. Raphaël, l'ancien colonel devenu conseiller municipal, roulait sur la route 17 pour déposer un dossier au tribunal régional. Il avait insisté pour y aller lui-même, malgré les mises en garde. À un virage mal signalé, ses freins lâchèrent. La voiture s'écrasa contre la glissière. Il en sortit vivant, mais avec 3 côtes cassées, une commotion, et la conviction intime que ce n'était pas un accident. Les enquêteurs parlèrent d'un défaut mécanique. Eva, elle, n'eut aucun doute. C'était un message. Clair, brutal. Il savait, il ripostait. Alors, elle réagit comme elle l'avait toujours fait, en prenant l'initiative. Elle sortit les vieux carnets, appela ses contacts, reprit la tête de l'opération. On n'attend plus, on expose. Elle convoqua les médias. Dans un vieux local prêté par un syndicat de vétérans, elle installa un projecteur. Elle montra les vidéos, les intimidations, les fausses arrestations, les menaces voilées, les silences des autorités, documents à l'appui. Les journalistes prirent note. Certains pleurèrent en silence. Une manifestation fut organisée pour le samedi suivant. Les gens vinrent par dizaines, puis centaines. Des familles, des anciens combattants, des professeurs, des étudiants, même des commerçants qui jusqu'ici fermaient les yeux. Ils portaient des pancartes. Justice pour Riverstone. On ne se taira plus. Merci Eva. Il y eut des chants, des bougies, des témoignages. Eva, droite sur une estrade improvisée, parla brièvement. Pas de slogan, juste une phrase. On ne réclame pas la guerre, mais on n'a pas peur de la vérité. Et cette nuit-là, alors que la foule se dispersait sous la bruine, une voiture banalisée, vitres teintées, tenta de s'approcher de la maison d'Eva. Elle resta droite sur le perron, sa canne dans une main, son regard planté dans les phares. Mais quelqu'un avait tout vu. Malik, le jeune garçon qu'elle avait protégé autrefois lors d'une descente musclée, surgit de l'ombre. Il cria, avertit les passants. Une clameur monta. Des téléphones sortirent. Les hommes dans la voiture prirent la fuite, filmés, suivis, identifiés. Ce fut le tournant. Mais ce n'était que le début. Eva fut convoquée au Capitole. Cette fois, pas comme suspecte, comme témoin. Elle entra dans la grande salle, droite, malgré l'âge, ses décorations militaires accrochées à son tailleur sobre. Elle témoigna, raconta le harcèlement, la peur, l'isolement, mais aussi le réveil d'un peuple. Elle parla de la jungle du Vietnam, des soldats tombés, des promesses faites. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Un sénateur, visiblement ému, lui demanda ce qui lui avait donné la force. Elle sourit doucement, comme si elle parlait à un vieil ami.
l'amour de mon quartier, l'amour de mon pays, et la mémoire de ceux que j'ai portés dans mes bras, là-bas, dans la jungle. Ce sont eux qui m'ont appris à ne jamais détourner le regard. Elle reçut une standing ovation. Mais, fidèle à elle-même, elle refusa toute interview. Elle rentra discrètement, saluant les gardes, embrassant Emma sur le front, posant une main sur l'épaule de Malik. Les mois passèrent. Le printemps fleurissait les rues de Riverstone. Les enfants jouaient de nouveau librement. Les regards s'étaient relevés. On parlait, on osait. Des audits furent menés, des formations imposées, les plaques de rue furent nettoyées. Des livres d'histoire locale commencèrent à évoquer son nom. Et puis un matin, Eva ne se réveilla pas. Elle fut retrouvée paisiblement endormie dans son lit, le visage détendu, les mains croisées sur son ventre. Une lettre était posée sur sa table de chevet, pliée avec soin. Sur l'enveloppe, un seul mot, à vous. Emma lut la lettre à haute voix lors des funérailles. Je vous ai vus, tous, vous lever, vous battre, et j'ai su que tout valait la peine. N'oubliez jamais, le silence est l'arme des lâches. Le courage, c'est de parler, même quand la voix tremble, même quand on est seul. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai terminé ma part. À vous de continuer. Des milliers de personnes assistèrent à ses obsèques. Les écoles fermèrent ce jour-là. Les drapeaux flottèrent en berne. Malik, devenu un jeune leader communautaire, porta l'urne. Emma, la voix tremblante mais digne, lut la lettre. Raphaël, le bras toujours en écharpe, leva une dernière fois la main à la tempe. Et quand la cérémonie fut finie, tous restèrent un moment, silencieux. Mais la fin ne vint pas là. 1 an plus tard, alors que la mémoire d'Eva inspirait toujours les jeunes, un juge fédéral rouvrit une enquête enterrée depuis longtemps. Des preuves, inspirées des méthodes d'Eva, ressortirent. De nouvelles arrestations eurent lieu. Et parmi les inculpés figurait un ancien sénateur qui l'avait applaudi debout. La boucle était bouclée. Riverstone changea. Pas d'un coup, mais durablement. Une plaque fut installée sur la place centrale. Place Eva Moreau. Là où une vieille dame a allumé une révolution. Et juste en dessous, gravé dans le métal, le courage, c'est de parler, même quand la voix tremble.